Nous allons nous engager dans un circuit urbain de 6,5 km dans la préfecture de l'Eure, la cité hébroïcienne. Et oui, les Hébroïciens, les Hébroïciennes, qui sont au nombre de presque 50 000, c'est ainsi que l'on appelle les habitants d'Évreux. Le départ du circuit se trouve au niveau du pré du Bel-et-Bas, que voici. Pré du Bel-et-Bas, comme c'est poétique. Sans doute quelques cabrioles coquines ont eu lieu ici. Nous allons contourner la salle omnisport. C'est en fin de parcours que nous verrons les curiosités essentielles d'Évreux. La ville a hélas subi des dommages importants en juin 1940 lors des bombardements allemands. Elle possède cependant encore un patrimoine intéressant, l'hôtel de ville, la tour de l'horloge, également l'église Saint-Orin et la cathédrale Notre-Dame d'Évreux. Rejoignons Litton de ce côté. Ce 9 mai, les marronniers d'Inde fleurissent. On rejoint l'avenue Aristide-Briand. L'homme d'État aimait beaucoup le département de l'Eure. Non loin, il appréciait le village de Cocherel. Nous voici sur les bords de Litton. Litton est une rivière qui est affluent d'une autre rivière, l'Eure, qui est affluent de la Seine. L'Eure se jette dans la Seine à Pont-de-l'Arche et Litton se jette dans l'Eure à Acquigny. Franchissons ce petit pont, cette passerelle plutôt. De là, nous avons une vue sur le palais des Congrès. Litton est une rivière assez curieuse, assez mystérieuse. En effet, par certains endroits, son cours peut être souterrain. Prenons cette direction. Longeons Litton. Plus en aval, en centre-ville, vous verrez que les berges de Litton ont fait l'objet d'un aménagement charmant. Ce sera pour la fin du circuit. Passons le palais des Congrès, dont la modernité n'offre rien de particulier. Nous arrivons en vue du boulevard de Normandie. L'entrée du palais des Congrès. Pour tout dire, ma brochure date de l'an 2000. Après un quart de siècle, je ne sais pas si l'édifice est toujours palais des Congrès. Ça l'était en tout cas au tournant du siècle. Les bords de Litton ont été pourvus d'un certain nombre d'œuvres d'art, certaines éphémères, d'autres pérennes. Voici un jardinier que l'on n'attendait pas. Un marronnier d'Inde qui fleurit rose. Bon, manifestement, depuis un quart de siècle, l'édifice est toujours palais des Congrès. Mes propos ne sont donc pas caducs. Franchissons le boulevard de Normandie. Nous nous engageons dans la charmante allée Max del Valle.
J'ai eu l'occasion de le dire dans des films récents, le printemps 2025 est particulièrement beau en Normandie. Évreux est une petite ville provinciale discrète sur le plan touristique, mais qui mérite tout de même que l'on y jette un coup d'œil. Dans la première partie de cette randonnée, nous allons aborder une côte pour voir le panorama sur la ville. Une orchidée. Là-bas, un tamari. Je longe une zone commerciale qui n'a rien d'attrayant. Passons rapidement. Je me dirige vers le stade du Pré Margot. Monsieur et Madame Colvert, à coup sûr, vont nous faire toute une nichée. La sente des quais se poursuit, doublant l'avenue Aristide-Briand de tout à l'heure. Évreux aussi sait faire du street art. Nous allons parvenir en vue d'un viaduc. Voici le stade du Pré Margot. De l'autre côté, nous apercevons la côte que je vais devoir grimper pour vous montrer le panorama. Au premier plan, c'est le stade du Pré Margot, et derrière, c'en est un autre, le stade Jean Bouin. Voici une dame esselée qui aimerait très certainement un peu de compagnie. Bon, mais là, elle va en avoir beaucoup, il y en a deux. Eh ben, en fait, il y a toute une famille. On longe toute une série de petits pavillons qui font le charme de la promenade.
Le panorama dont je vous ai parlé s'observe depuis le belvédère de Saint-Michel. Le sentier s'incurve. Un lavoir. Le souvenir de la mère Denis me vient à l'esprit. Et si vous voulez voir la tombe de la mère Denis, de cette brave mère Denis, regardez mon film sur Saint-Hymer dans le Calvados. Au fur et à mesure que l'heure avance, l'air se réchauffe. Et c'est très agréable. Les lavoirs se succèdent. Un petit chemin va nous permettre de passer sous le viaduc. Ça tombe bien, je suis jeune puisque je n'ai pas encore 77 ans. Franchissons la rue Jean-Bouin, qui donne son nom au deuxième stade. Avez-vous vu dans les années 1970 ou 1980 un vieux téléfilm français avec Jacques Dufilot, Le fou du viaduc? J'étais gosse et j'avais été vivement impressionné par la prestation de l'acteur qui, dans le téléfilm, justement, était tombé fou amoureux d'un ouvrage d'art, cependant nettement plus grand que celui-ci. On se croirait dans un endroit presque montagnard, comme si on s'engageait dans des gorges. Un endroit très bucolique, comme on n'en attendait pas à Évreux. Rejoignons par cette sente la rue Pierre de Coubertin. Tournons sur la gauche. Nous sommes dans une petite zone pavillonnaire. Sur la droite, la rue Léo-Lagrange. Contournons les garages et rejoignons le bord de l'Iton, qui en fait se subdivise en plusieurs bras dans la ville. Empruntons cette sente. Nous allons à nouveau rejoindre le viaduc et passer à nouveau dessous.
Une voie ferrée, sans doute désaffectée. Il faut savoir qu'il existe une voie verte réservée aux piétons et aux cyclistes empruntant l'ancienne voie ferrée entre Évreux et Honfleur. Elle est ouverte d'Évreux à Pont-au-Tout et en cours d'aménagement jusqu'à Honfleur. Nous retrouvons la rue Jean-Bouin. Nous allons emprunter la rue d'Arroir. Ce petit coin est assez charmant. Place Silver Bonneau. Voici la rue d'Arroir que nous allons emprunter avant la côte. On se dirige vers le boulevard Foch. Évreux serait-elle une Venise normande comme Pont-Audemer? Un bel arbre de Judée. Un superbe saule pleureur, riche en acide salicylique, que l'on peut transformer en aspirine. Voici le boulevard Foch et le pied de la côte. En face, la rue des Rivières. Je franchis l'avenue du Maréchal Foch et me voici rue des Rivières. La côte va bientôt commencer. C'est sur la droite. Nous allons aborder le chemin de la Côte Blanche qui porte bien son nom. Voici le chemin en question, partie la plus difficile du parcours, mais bon, ça n'est pas la mer à boire. Dans les temps jadis, j'avais déjà effectué ce parcours et je ne me souvenais pas que le sentier était doublé de marches. Au fond, il y a des jardins maraîchers. Du trèfle rouge pour les femmes qui ont des bouffées de chaleur, en association avec la sauge selon la légende. Les ombellifères sont de sortie. Le sentier grimpe vraiment doucement, ça n'est pas trop désagréable.
On arrive dans le bois. Le sentier s'incurve, nous sommes arrivés presque au sommet et nous allons nous engager dans la rue de la Côte Blanche. Encore un petit effort. Et moi qui ne sais pas gazouiller, je remercie mon public d'oiseaux pour assurer le bruitage. Bientôt le bitume. Le débouché du sentier. Voici le chemin de la Côte Blanche, dans sa partie donc accessible aux voitures. Rejoignons les bâtiments de l'IUFM que nous allons contourner. Sur les trottoirs poussent de la valériane et des pervenches. Ça ne vaut peut-être pas les fresques de la chapelle Sixtine, mais c'est un début. Rue Jean-Paul Sartre, y a-t-il une rue Simone de Beauvoir à proximité? Il y a même des Escolzia, pavots de Californie, fleuris au mois de mai. D'après mon plan, c'est à cet emplacement que devrait se trouver l'IUFM. Un petit jardin planté d'iris. Ces fleurs sont vraiment toutes de délicatesse. La rue de la Côte Blanche va nous conduire à la rue Corneille. Vente de terrain à bâtir. Manifestement, l'IUFM a dû être déplacé depuis l'an 2000. Je poursuis vers la rue Corneille, ici. Voici en fait l'IUFM, Institut universitaire de formation des maîtres, je pense, puisque je vois École normale d'institutrices. Mais je pense, comme je l'ai dit, que ce doit être fini parce que je vois afficher les permis de construire. Par ici. Rue Corneille, dont nous approchons, nous allons déjà avoir de belles vues sur Évreux. La sente des Tombettes permet de redescendre en ville. Mais nous, pas tout de suite. C'est donc la rue Corneille que nous empruntons. S'agit-il de Pierre Corneille, le tragédien du XVIIe siècle et l'auteur du Cid, ou de son frère Thomas Corneille?
Je me souviens que dans les temps jadis, un présentateur de France 3 Normandie avait parlé de Pierre Corneille comme l'auteur du cidre. Il s'était évidemment rectifié. Ceci dit, ce ne serait pas étonnant que l'auteur normand, ayant écrit le Cid, ait débouché une bouteille de cidre. On surplombe Évreux, mais ce n'est pas ici qu'on aura la plus belle vue d'ensemble. Nous allons rattraper la côte Henri-Monduit. Voici la côte Henri-Monduit. Au sommet, sur la droite, nous allons tourner rue Surcouf, le roi des corsaires. Voici la rue Surcouf à droite. Et voici Saint-Michel terrassant le Dragon, puisque, je le répète, nous allons voir le boulevard le belvédère Saint-Michel. Sur le trajet, il y a d'ailleurs l'église Saint-Michel. La rue Surcouf est brève, elle rattrape la rue de la Corniche. Un bel if taillé. Rue de la Corniche, on tourne sur la droite. À gauche, et donc à droite pour nous. Vraiment des quartiers très tranquilles d'Évreux. Un banc bien agréable pour marquer une petite pause et déjeuner. Nous allons atteindre la Sente des Vignes. Avec le réchauffement de la planète, peut-être qu'en Normandie, nous allons avoir des grands crus, comme à Bordeaux. Il y a par ici des chênes superbes. D'ici, on aperçoit la cathédrale Notre-Dame d'Évreux. Mais voici la Sente des Vignes. Elles ne sont pas plantées, les vignes. En revanche, il y a plein d'ombellifères. Une autre église dans le bas, l'église Saint-Taurin. Et voici le passage le plus beau. Un sentier en corniche comme on aime. Comme on le voit, il y a beaucoup d'architecture reconstruite. L'hôtel de ville d'Évreux et la tour de l'horloge.
J'aime ces endroits en surplomb, comme également la côte Sainte-Catherine à Rouen. J'ai lu récemment qu'il y avait comme ça un parcours au-dessus de la ville de Saint-Étienne, préfecture de la Loire. Encore des randos à faire un jour. Poursuivons. L'odeur de pisse des moutons monte jusqu'à moi. Nous allons arriver à l'Échelette Saint-Pierre. L'Échelette Saint-Pierre, c'est ce petit escalier et on le gravit jusqu'au sommet. Sur le sentier, il y a d'autres randonneurs. Dans le haut de l'escalier, on se retrouve rue du Panorama. Nous allons emprunter la rue sur la droite. Cet endroit est un réservoir. À quelques pas se trouve le belvédère de Saint-Michel, mais il ne devrait pas nous donner plus de choses à voir que ce que nous avons vu, je suppose. Voici le belvédère de Saint-Michel. L'hôtel du département. La poste. La chambre de commerce. Nous allons descendre pour explorer le cœur d'Évreux. Nous allons emprunter ce petit sentier sur la côte Saint-Sauveur pour descendre. Il y a des bornes sur ce sentier avec des QR codes pour prendre connaissance de la faune et de la flore. Une variété de forbes.
Nous allons aboutir au boulevard du Jardin-l'Évêque. Je croyais qu'il y avait des QR codes, mais non. Alors peut-être qu'il y a des audioguides. La rue des Lombards que nous allons emprunter tout à l'heure. On descend à pic. Cet escalier que nous empruntons, c'est l'échelette Saint-Pierre, dans sa partie basse. À présent, nous allons envisager des curiosités plus franchement touristiques. Le musée d'Évreux se trouve juste à côté de la cathédrale Notre-Dame. J'aime mieux faire la côte Saint-Sauveur dans ce sens-là. Dernier mètre avant de rejoindre le tissu urbain. Ça me rappelle le circuit des escaliers du Havre, que je vous recommande vivement. Je ne connaissais pas le terme d'échelette. Parvenu en bas de l'échelette, donc nous allons tout droit. Comme vous l'avez vu et comme je vous l'avais dit, nous franchissons donc le boulevard du Jardin-l'Évêque. La rue des Lombards qui nous mène à la place du Général de Gaulle et à l'Hôtel de Ville. Encore un bras de Lytton. La tour de l'horloge a échappé au bombardement de juin 1940. Je ne sais pas si dans ce bar on sert de la ciguë. Je franchis la rue Isambard et je suis désormais dans la rue des Lombards. Je franchis la rue Saint-Thomas, qui était sceptique comme moi. La côte Saint-Sauveur. Après la rue Saint-Thomas, voici la rue Saint-Pierre, qui a été le premier pape de l'histoire. Comme quoi on peut réussir dans la vie, même si on renie le Christ par 3 fois. Comme vous le voyez, il y a tout de même beaucoup de modernes dans Évreux, mais pas que. Oui. Nous sommes place du Grand Carrefour. Voici la place de l'Hôtel de Ville qui mérite qu'on s'y arrête un instant. L'Hôtel de Ville a été commencé en 1890 et son inauguration a été faite 5 ans plus tard. La place se trouve à l'emplacement de l'ancien château d'Évreux.
La construction de l'hôtel de ville en 1890 a pu être rendue possible par un don d'un hébroïcien, Olivier Delhomme. Au centre de la place, la fontaine monumentale est due à Émile d'Écorchemont. Nous allons la détailler tout à l'heure. La tour de l'horloge date du XVe siècle et servait de tour de guet. La flèche est en plomb et les pinacles en bois. La tour de l'horloge possède une cloche qui s'appelle la Louise et qui sonne encore de nos jours. Depuis 2019, on peut voir une statue de Romain Legray représentant le général de Gaulle. Au sud de la place, une médiathèque de 1995 de Paul Chemetov, en verre et en bois. Juste à côté se trouve un édifice plus ancien, la Maison des Arts. Quant au théâtre Le Gendre, il a réouvert après 13 ans de fermeture. Personne ne pourra dire que la place du général de Gaulle n'est pas fleurie. La fontaine centrale monumentale mérite vraiment le coup d'œil. Fontaine donc de Émile d'Écorchemont. La femme représente l'Eure, puisque Évreux est préfecture du département de l'Eure. Elle tient d'un côté une rame et de l'autre un écusson qui représente en fait l'emblème d'Évreux. Autour d'elle, il y a des gamins qui représentent les affluents de l'Eure. Voici donc Liton. Il y a un autre enfant qui symbolise le Rouloir, autre affluent de l'Eure. Le théâtre a vraiment belle allure. Face à lui se trouve un bel érable sycomore. Cet endroit, qui prolonge la place de l'Hôtel de Ville, est le square Georges Brassens. Rejoignons le pied de la tour de l'horloge pour faire la promenade des berges de Liton.
Ce segment qui a été assaini reste assez court. Tiens, des os. Des encolilles. Quel est cet arbuste qui produit ces baies? Un style architectural qui rappelle un peu Yvetot en Seine-Maritime ou Côte-Bec-en-Caux. La reconstruction d'après-guerre. Ce moineau me guette comme si j'étais porteur de graines. L'œuvre sans titre de Jean Zaboukovec fait partie de ces aménagements artistiques dans la ville, certains éphémères donc et d'autres plus durables. Je crois que cet arbre est un mahonia. Ça mérite vérification. On se dirige vers la cathédrale Notre-Dame qui est toute proche. On se trouve en contrebas d'une muraille qui est en fait d'origine gallo-romaine. Vous voyez, c'est vraiment très ancien. Ces panneaux expliquent l'archéologie au cœur de la ville. Ils expliquent les fouilles qui ont été réalisées ici, au moment où on cherchait à construire une nouvelle maternité proche et qui ont permis justement de dégager certains éléments des temps passés. Cet endroit est vraiment curieux, où l'on côtoie à la fois le moderne et puis également le très ancien. Moderne qui n'est pas toujours disgracieux. Poursuivons en amont. Eh bien, par là, je crois bien que je ne connaissais pas. Veillons à ne pas basculer dans l'Iton. Pour une prise de vue, ce serait ballot. Voici la cathédrale Notre-Dame d'Évreux qui apparaît.
C'est tout simplement charmant. La cathédrale Notre-Dame d'Évreux est également une rescapée de 1940. Vraiment un endroit très charmant. Le Clou d'Évreux. L'immeuble de la Caisse d'épargne est ancien, mais il a dû cacher. Le musée d'Évreux se trouve sur la droite de l'entrée de la cathédrale, dans un bâtiment qui semble dater de la fin du Moyen-Âge et de la Renaissance. Quand j'ai dit que la cathédrale était une rescapée de juin 1940, en réalité elle a été atteinte, mais elle a été sauvegardée parce qu'il y a eu des reconstructions. C'est d'ailleurs un édifice composite qui a subi de nombreuses vicissitudes au cours de l'histoire, et même récemment. Il y eut un premier édifice au Xe siècle, un second au XIIe, ensuite incendié. Le chœur a été élevé au XIIIe. Au XIVe, on a fait le déambulatoire et les chapelles latérales. Ensuite, elle a été incendiée à nouveau en 1356 et elle n'a été restaurée que sous Louis XI. Je ne vais pas entrer dans la cathédrale, tout simplement parce que me connaissant, j'y resterai longtemps. Ensuite, parce que vous trouverez le film correspondant sur ma chaîne YouTube avec des détails. Vous voyez que c'est du gothique flamboyant. La flèche avait fondu en juin 1940. Il paraît que la terrible tempête de décembre 1999 a abîmé certains éléments, comme les gargouilles. Il paraît également qu'avant cela, en 1983, un terrible orage de grêlons a abîmé les verrières du chœur. Enfin voilà, ne soyez pas déçus de ce bref commentaire, et si ça vous intéresse, allez voir mon film correspondant pour les détails. Les eaux se balancent au vent. Ça donne envie de venir à Évreux, hein, vous ne me contredirez pas. Quant au musée d'Évreux, en fait, il se trouve dans un bâtiment qui date du début des années 1500, début 16e. Le bâtiment semble porter les stigmates de la Seconde Guerre mondiale. La visite est gratuite, je n'ai pas le temps aujourd'hui. Ce musée d'art, d'histoire et d'archéologie abrite en ce moment un trésor, la châsse de Saint-Orin, qui d'ordinaire se trouve dans l'église du même nom. Elle y est ici temporairement. Pénétrer dans la cour du musée nous permet d'admirer le beau flanc sud de la cathédrale Notre-Dame d'Évreux, que je n'avais peut-être pas filmé dans mon film antérieur. Et si je radote, si je l'ai déjà filmé, eh bien de toute manière une seconde couche ne fait pas de mal. Sortons et concluons cette belle balade. Devant l'entrée du musée, certains panneaux pédagogiques nous expliquent la reconstruction du patrimoine.
Cet édifice n'est pas la cathédrale d'Évreux, c'est l'église du Neubourg, que vous pouvez voir également sur ma chaîne. Là, elle était en piteux état. Voici les restes de la flèche de Notre-Dame d'Évreux, qui avait brûlé le 11 juin 1940. Dans certaines églises dont les vitraux avaient été détruits, c'est illustré le nom de François d'Écorchémont. Vous pouvez en voir une illustration dans mes films sur l'église de Beuzeville, dans l'Eure. La cathédrale telle qu'elle était avant le bombardement du 11 juin 1940. On s'aperçoit qu'il y avait un pâté de maisons à la place du parvis. Et on s'aperçoit aussi que cette tour a perdu le sommet. Vous voyez plus rien. L'édifice qui abrite le musée d'Évreux est en fait l'ancien palais épiscopal. Allons voir le miroir d'eau. Le miroir d'eau comporte une petite île. La muraille gallo-romaine. L'heure tourne. À présent, allons voir le jardin public François Mitterrand. Lui est accolé le cloître des Capucins qui sert de conservatoire de musique. L'arrière du palais épiscopal musée. Rejoignons la rue de la Harpe, puis la rue Jean Jaurès pour aller voir le cloître et le jardin. Boulevard de Champbaudouin. Rue de la Harpe. On a l'impression d'être à la fois à la ville et à la campagne, comme disait Alphonse Allais. Voici le conservatoire de musique, ancien cloître des Capucins. Nous verrons s'il est possible de pénétrer dans le cloître. En attendant, allons voir le jardin public qui comporte des serres.
Cet endroit s'étend sur 3 hectares et demi. C'est le poumon vert d'Évreux. Ça va venir, ça va venir. Quel âge? 51 ans. Oui. Bel arboretum dans ce jardin botanique. Et toujours de ci de là, ces œuvres qui ont été rajoutées au patrimoine hébroïcien. Les serres occupent un espace assez réduit. Allons voir ces fameuses serres brièvement. Des ostas. Là, tu rentres dans les tropiques. L'espace est vraiment minimaliste. La canopée, c'est le sommet des arbres. Un papayer. Il y a ici des aras qui font un boucan du diable. Les plantes épiphytes sont des plantes qui poussent sur d'autres plantes leur servant de support, comme par exemple les orchidées. Il y a des personnes qui sont fort spécialistes d'orchidées. Un bananier. D'ailleurs, il pense à la tête. Des hibiscus. Tant que je n'attire pas ces apis mellifera, tout va bien. L'heure tourne, sortons du jardin botanique. Peut-on voir le cloître? Statue d'Hercule. J'aperçois le cloître, mais la porte est fermée. Contournons l'édifice. Je ne contournerai rien du tout. Dernier regard sur cet intéressant jardin botanique François Mitterrand.
Devant l'édifice, peut-être est-il possible de rentrer. Et oui, on peut voir le cloître. Allez, vous allez proposer ça, parce que les filles, à un moment, elles ont trop mal. Les galeries sont surmontées par des toits en bois. Bon, ça va, Simon, t'as combien d'élèves alors qui interviennent? Deux pianistes. Le couvent des Capucins que nous venons de voir date de 1613. Redescendons vers la rue de la Harpe. Bon, après, ils ont modifié, c'est eux les trucs, ils ont modifié les angles de caméra, mais il y a quasiment. La rue de la Harpe m'a ramené place du Miroir d'eau. Et maintenant, je me dirige sur la gauche. La rue du docteur Lerat longe Liton, décidément omniprésent à Évreux. Poursuivons jusqu'à la rue du docteur Guindet. Ce circuit finalement nous fait voir certains restes du vieil Évreux qui ne manquent pas d'allure. Et en particulier un lavoir absolument charmant. Je me dirige à présent dans cette direction pour la fin de la randonnée. Quand je dis un lavoir, il y en a un autre, presque en face. La rue du docteur Guindet va m'amener rue de Verdun. Empruntons la rue de Verdun sur la gauche. Nous allons aboutir à la rue Joséphine. Ce quartier a semble-t-il été épargné par les bombardements. Il reste du pan de bois. Et là, on se croirait à Nice. Le clocher de l'église Saint-Orin est en vue. On passe devant le bâtiment des archives municipales tout en art déco. Mais pas tout. Jolie maison ancienne en face. Une exposition apparemment sur les patrimoines en guerre. Je quitte la rue de Verdun pour trouver la rue Joséphine. Je suis à 2 pas de l'église Saint-Orin. Le palais de justice qui est à côté des archives est malheureusement non visible. Il est en rénovation. Un pavillon en rénovation, le pavillon Joséphine. Là, on est plus dans un style typiquement normand. L'église Saint-Orin se trouve dans un beau cadre de verdure.
allons voir cette église Saint-Orin, qui à l'heure actuelle, comme je l'ai dit, est dépossédée de son joyau, la châsse de Saint-Orin, qui est dans le musée. Saint-Orin fut le premier évêque d'Évreux, et le premier édifice date de 660. Celui-ci date des XIVe et XVe siècles, mais évidemment il y a eu différents ajouts. On voit bien par exemple que la façade n'est pas du tout des XIVe et XVe siècles. Le tympan est malheureusement fort abîmé. Dans la nef, les vitraux sont modernes. Le chœur date du XIVe siècle. Comment voulez-vous que le démon ne se fasse pas repérer avec ses grandes oreilles? Au XXe siècle, j'ai fait un film vintage sur Évreux, et donc je vous engage à regarder la châsse de Saint-Orin, qui est absente maintenant. J'aimerais bien que mes ossements dorment dans une châsse, mais je pense que je n'ai pas les moyens de me payer les pierreries comme Saint-Orin. Voilà pour l'essentiel des curiosités d'Évreux dans ce circuit du panorama. Je vais rejoindre mon point de départ, qui est à 2 pas. La maison est ancienne, mais la porte aussi. Voici le parking du départ, c'est donc la fin de la randonnée. Une randonnée globalement ensoleillée. J'espère bien vous trouver ici ou là un autre jour et je vous dis à bientôt.